Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de notre émission mensuelle exceptionnelle sur Europe 1. Face aux auditeurs d'Europe 1 avec un invité prestigieux et exceptionnel ce soir. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est très fiers. On est ravis de vous avoir. On a beaucoup de questions à vous poser, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 qui ont été recrutés, sélectionnés, retenus, ont préparé. Il y a eu une conférence de rédaction tout à l'heure avec beaucoup de sujets qui vont porter bien sûr sur le rugby et sur l'équipe de France. Bernard Laporte, merci encore. Je vous présente ceux qui nous accompagnent et qui vont vous interroger aujourd'hui. Rama Fofana Seveste, bonsoir. Vous êtes bibliothécaire en région parisienne, à Nanterre, et vous êtes supportrice du Stade Toulousain. Soyez la bienvenue. Voilà, je sais que vous êtes contente de pouvoir interroger Bernard Laporte. Laurent Chabet est avec nous également. Bonsoir Laurent, vous êtes contrôleur de gestion, vous êtes supporter du Stade Toulousain, vous êtes originaire de l'Ariège. Oui, c'est ça. Et vous nous disiez tout à l'heure que en Ariège, si tu joues pas au rugby, t'as pas de copains. Vous avez des copains, c'est un peu notre religion. J'ai plein d'amis et j'ai aussi une religion qui est le rugby. Alors, c'est parfait. Inès de Bénin est avec nous également. Bonsoir Inès. Bonsoir. Vous êtes étudiante à HEC, vous supportez le Racing. Eh oui. Excellent choix. Apparemment, il y a quelques supporters du Racing. Et vous aussi, en tant qu'auditrice d'Europe 1, vous allez pouvoir poser vos questions à Bernard Laporte. Patrick Brennan est avec nous. Bonsoir Patrick. Vous êtes irlandais, mais vous vivez à Paris depuis 25 ans. Vous êtes directeur commercial. Et comme par hasard, vous êtes supporter du Munster. C'est ça. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Édouard Carrère. Bonsoir Édouard. Vous êtes inspecteur de la concurrence. Et vous venez de la région parisienne. Mais vous êtes supporter du Stade Rochelais. Exactement. Et de l'équipe de France. Et du RC Hoche. Et du RC Hoche aussi. Exactement, bien sûr. Et vous saluez toute votre famille. Merci d'être là, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 qui interrogent Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, face aux auditeurs d'Europe 1. La première question, et cela va porter sur la première thématique, Bernard, sur le 15 de France et sur le tournoi, bien évidemment, vous est posée par Patrick. Allons-y, Patrick. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick. Alors, question d'actualité. Quelle est votre analyse du premier match contre les Gallois, sachant qu'on menait 16-0 à la mi-temps? Oui. On a même gagné la première mi-temps 16-0. On a vu le même match alors, tu vois. Non, l'analyse, je crois qu'elle est partagée par beaucoup. C'est vrai qu'il y a une première mi-temps où on ne voit que l'équipe de France, on voit une équipe galloise qui est complètement sous pression. Et puis une deuxième mi-temps qui s'inverse un petit peu avec un fort entame des Gallois en début de deuxième mi-temps. Mais malgré cela, je crois que ce qui les remet dans le match et ce qui nous en sort, c'est d'abord l'essai, malheureusement, qu'on encaisse sur la bévue de Johan Huget, qui fait revenir les Gallois à 16-14. Et surtout, au-delà de les faire revenir au score, qui, je crois, met un mal terrible à toute l'équipe, où tout le monde, c'est une équipe qui est en manque de confiance, on le sait depuis un certain temps. Et là, à nouveau, on sent une équipe qui se paralyse, quoi, en se disant, mais on s'en sortira pas, ça y est, ça recommence, quoi. Je crois que c'est ça qui fait. Le fait d'encaisser 7 points, ça arrive à tout le monde de faire des bévues comme a fait Johan. Mais le problème, c'est que cette bévue, elle paralyse tout le monde. Tu sens qu'on a une équipe de France qui se tétanise parce qu'elle est en manque de confiance, c'est une certitude. Et après, j'ai envie de dire que ça se manifeste par le dernier essai que l'on prend, alors qu'on est dans une position, nous, favorable, suite au jeu au pied de serein où Gaël Ficou récupère ce ballon, tu te dis, c'est nous qui allons marquer. Et puis 5 secondes après, tu prends un essai en contre qui, là aussi, matérialise bien que cette équipe, elle manque de confiance. Alors, la question, c'est comment on peut faire une première mi-temps comme on l'a réalisé et comment on peut en faire une deuxième aussi médiocre, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est le sélectionneur, le staff technique et les joueurs surtout qui doivent l'analyser ensemble. Ça peut être que dans la tête. Parce qu'un joueur, il ne devient pas mauvais en une mi-temps, quoi. Ça se passe dans la tête. L'équipe, elle perd confiance. Elle manque certainement de leader. Moi, je dis ça de l'extérieur. Je ne sais pas, il faudrait vivre avec eux. Moi, je ne vis pas au quotidien avec eux. Mais la vérité, là, c'est le technicien qui parle, c'est qu'on voit une équipe en première mi-temps, on ne voit pas la même en deuxième mi-temps. Ça, c'est clair. Et c'est le mental qui fait sans doute la différence. On va approfondir cette question dans quelques instants.
Autre question posée par les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 pour vous, Bernard Laporte, c'est Inès. Oui, alors moi j'aimerais bien savoir si vous avez vu les joueurs avant le tournoi et qu'est-ce que vous leur avez dit, et surtout est-ce que vous les avez vus après et qu'est-ce que vous leur avez dit, est-ce que vous leur avez mis un petit coup de pression pour reprendre vos mots en disant un tournoi réussi est un tournoi gagné. Après le match donc contre le Pays de Galles. Oui, alors pour répondre à la question, je les ai vus avant le match, j'ai déjeuné avec eux, c'était le jeudi, donc la veille du match. J'ai déjeuné avec eux, puis je leur ai souhaité bonne chance. J'ai salué d'abord les nouveaux qui étaient venus, qui étaient sélectionnés en équipe de France. Et puis je leur ai souhaité bonne chance. Je leur ai dit tout simplement, c'est que l'équipe de France, c'est la vitrine de notre sport et qu'elle doit gagner, l'équipe de France. Il faut faire abstraction de ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, parce que ça fait 7-8 ans que l'équipe de France est dans la difficulté. Et il faut redémarrer. Mais et après, je les ai revus après le match, ce qu'on appelle le banquet avec les joueurs adverses, avec les Gallois, où on est près de 300. Et où je fais mon discours en tant que président, le président gallois fait son discours, et j'ai pas eu une relation directe avec les joueurs, je les ai vus bien sûr, mais j'étais pas qu'avec eux, et pour tout vous dire, je vais à Marcoussis tout à l'heure à midi, où je vais les rencontrer bien sûr, et leur demander tout simplement de la solidarité, c'est un moment difficile qu'ils vivent, et j'ai connu ça quand j'étais entraîneur, donc voilà, leur dire tout simplement mon soutien, que dans la difficulté il faut être solidaire, il faut être costaud dans la tête, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je les ai vus, je vous répète, le jeudi, et puis je les ai vus au banquet après match, mais pour le match, je les ai pas revus. Bon, ils n'avaient pas la même tête avant et après, j'imagine. Oui, mais bien sûr. Bon, mais moi, je sentais de la confiance, c'est assez paradoxal d'ailleurs. La veille, je sentais que c'était une équipe voilà, prête à en découdre, et puis la première mi-temps m'avait rassuré. Malheureusement, il y a eu la deuxième. Question à vous, Bernard Laporte, posée par Rama. Oui, alors moi je voulais savoir, peut-être pour les remobiliser, est-ce qu'on pourrait se remobiliser contre notre ennemi ancestral à une semaine du match contre l'Angleterre? Est-ce que pour vous, il vaut mieux gagner le tournoi en perdant contre l'Angleterre ou perdre le tournoi en battant le 15 de la Rose? Non. C'est pas mal comme dit. Oui, mais pour moi la réponse est facile. Je crois que moi il faut gagner le tournoi. C'est une évidence. Après, c'est vrai que battre les Anglais nous donne une énorme satisfaction, mais même quand j'entends l'équipe de France, c'était pareil, je vous rassure, et ça se perpétue, je le vois. Mais non, une équipe de France, elle doit gagner le tournoi, donc je préfère gagner, même quitte à perdre contre les Anglais, et gagner le tournoi. Mais bon, ça va être une belle partie, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé les Anglais contre les Irlandais, bon, les Anglais c'est costaud, on le sait, ils ont pas fait, les 2 derniers tournois, ils n'ont pas été très très performants, mais on sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'il y a une très très bonne équipe, donc voilà, c'est un match difficile qui nous attend. Mais dans le tournoi Destination, des matchs faciles, je n'en ai pas connu beaucoup. Donc voilà. Donc il faut y aller avec de l'enthousiasme. Et puis surtout, c'est ce que je dirais, un esprit de rébellion. Quoi. Voilà. Peu importe l'adversaire, parce que, vous savez, en rugby, quand vous faites ce que vous avez à faire, souvent, vous êtes difficile à battre. Je m'explique. Si on ne donne pas les 14 points contre les Gallois, on ne perd pas le match. On ne perd pas le match. Si on a un peu plus de maîtrise contre l'Afrique du Sud au mois de novembre, c'est-à-dire nous, pas l'adversaire, si on a nous un peu plus de maîtrise, on ne perd pas le match. Je crois que le rugby, c'est pas très compliqué. La première chose, c'est qu'il ne faut pas faire de faute. Et ce qui m'a plu dans cette équipe de France, en première mi-temps, quand elle n'a pas le ballon, elle ne donne jamais de points à l'adversaire. Elle fait très peu de fautes. Et là, je me dis, ça, c'est un bon signe. Parce que quand tu ne donnes pas de points à l'adversaire, tu es toujours difficile à battre. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on donne 14 points. Donc c'est vrai que quand tu commences à donner des points aussi facilement, eh bien, tu deviens une équipe vulnérable. L'équipe de France qui n'a pas gagné le tournoi depuis 2010. Bernard Laporte, invité exceptionnel des auditeurs et des auditrices d'Europe 1, le président de la Fédération française de rugby, avec Laurent qui a une question pour vous, toujours sur l'équipe de France et le tournoi notamment, Laurent. Oui, Bernard, je voudrais revenir sur cette semaine à Los Angeles. Là, il y a eu un colloque où on a parlé de l'instauration d'un système de relégation-accession au tournoi Destination à partir de 2022. Et ce qui est pour moi une bonne chose pour le développement du rugby. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas craindre que la France soit absente du tournoi en 2023, l'année où elle recevra la Coupe du Monde, les résultats actuels? Non, d'abord, il s'est dit beaucoup de choses et peu de vérité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement, tout le monde réfléchit à l'évolution du rugby international. Pourquoi on réfléchit à l'évolution du rugby international? C'est que beaucoup de fédérations sont financièrement dans la difficulté et que quand on regarde, c'est un microcosme le rugby international. C'est 4 grosses nations dans l'hémisphère sud, c'est 6 nations dans l'hémisphère nord. On ne peut pas laisser les États-Unis, laisser le Japon de côté et leur dire mais vous n'aurez jamais de compétition internationale hormis la Coupe du Monde de tous les 4 ans. Je crois que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Se dire aussi comment on ne peut pas développer le rugby en Allemagne. Parce que si on veut que notre sport grandisse, il ne faut pas qu'on se recroqueville. Au contraire, il faut qu'on s'ouvre vers
ces pays émergents en termes de rugby, je dis bien. Donc, la question qui se pose est celle-là. C'est aussi simple que ça. Après, on parle de relégation, pas de relégation. On est loin de tout ça pour le moment. Encore une fois, c'est ce qui préoccupe l'instance internationale, c'est quelle compétition on peut mettre en place pour intéresser le plus grand nombre tous les ans. Et je répète, souvent, c'est pour les Fidji, pour le Japon, pour les États-Unis, qui ne participent, eux, à aucune compétition, si ce n'est ce qu'on appelle les test matchs de novembre, mais qui en réalité sont des matchs amicaux. Et je crois que ces équipes-là, elles ont aussi besoin de compétitions réelles. Voilà, nous, on a le tournoi Destination, dans l'hémisphère sud. Ils ont le tournoi des Four Nations, et les autres, ils n'ont rien. Donc c'est tout ça, voilà, qui porte à réflexion. Je crois que cette réflexion, elle aurait dû exister il y a plus de 10 ans déjà, et il est temps de la mettre au goût du jour. C'est ce que fait la Fédération internationale. Mais je vous répète, on est loin de savoir s'il va y avoir une relégation de rue, parce que, comme dans ce genre de discussion, pour le moment, personne n'est d'accord. Voilà, donc il faut poser tout sur la table et ensemble définir ce que sera le cadre international dans les années qui viennent. Ce n'est pas acté, donc pour l'instant, on aura le temps de se poser la question. Édouard, également, une question pour vous, Bernard Laporte. Oui, le match contre les Gallois, on pouvait penser que c'était un peu le baromètre de ce tournoi, parce qu'il y a deux équipes dont il faut être honnête, elles nous sont quand même a priori supérieures, d'autant plus qu'on va les jouer à l'extérieur, les Irlandais et les Anglais. On affrontera à la maison les Écossais, donc un match qui sera très important, puis les Italiens, qui ont quand même accumulé un nombre de défaites importants, notamment ces dernières années. Donc ma question est celle-là, est-ce que vous pourriez troquer le gilet pour revenir sur les terrains en cas de cuillère de bois ou de victoire simplement contre l'Italie? Et si c'est pas vous, est-ce que vous songez à un remplacement de Jacques Brunel? Non, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas moi, ça c'est clair. Je ne vois pas un président qui se nomme entraîneur, ce serait unique. Non, ça, il n'en est pas question. Et puis, on est à 8 mois de la Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire, l'organisation est faite par le staff, tout est programmé. Et maintenant, nous irons ensemble. Voilà, je crois qu'encore une fois, je le disais, on a changé de sélectionneur il y a un peu plus d'un an, parce que nous sentions que ça ne se passait pas très très bien. On ne peut pas dire que ça se passe mieux aujourd'hui, mais on est à 8 mois de la Coupe du Monde, et j'ai envie de dire, ce serait difficile et certainement dangereux de changer à nouveau, et ce ne serait pas un cadeau pour celui qui arriverait. Donc voilà, on est ensemble, je dirais, dans la difficulté. Il faut relever la tête, c'est ce que je vais leur dire, tous ensemble, et d'abord finir le tournoi. Comme vous le disiez, quand on perd le premier match à la maison, c'est difficile de parler de victoire, même si mathématiquement tout est possible, mais on va aller à juste titre chez les deux meilleurs, qui sont les Anglais et les Irlandais. Mais il y a surtout en ligne de mire une Coupe du Monde qu'il va falloir bien négocier. Donc c'est pour cette raison que voilà, cette équipe, elle est sur les rails de la Coupe du Monde et on ne changera pas maintenant à 8 mois. Vous gardez ce staff pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la Coupe du Monde et après le tournoi. Bernard Laporte, invité exceptionnel des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans un instant, Bernard Laporte, avec encore d'autres questions à venir. Un entretien en face à face, un moment unique, un échange exceptionnel. Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Les auditrices, les auditeurs d'Europe 1, face à Bernard Laporte. Ce soir, le président de la Fédération française de rugby et le niveau du rugby français en question. Là aussi, beaucoup d'interrogations. Bernard Laporte, c'est Laurent qui va vous interroger en premier sur ce thème. Oui, Bernard, vous parliez du bilan de Jacques Brunel, qui n'était pas forcément meilleur que celui de Guy, avec 9 défaites en 12 rencontres. On peut s'interroger du coup plutôt sur le niveau des joueurs, plus que du sélectionneur. Est-ce que vous pensez que la France est à sa place à la 10e nation mondiale? À sa place, je ne sais pas s'il est à sa place, j'espère que non. Parce que ce serait vraiment... pour le moment, c'est la réalité. C'est sûr qu'on est 10e. J'espère qu'on va remonter. Après, c'est vrai que quand on regarde, on change d'entraîneur, pour le moment, ça ne se passe pas mieux. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment des joueurs de haut niveau, capables de rivaliser avec les meilleures nations, que ce soit dans le sud ou dans le nord? On pourrait dire aujourd'hui non, puisque depuis un certain temps, et je dirais ça fait 7-8 ans que l'équipe de France n'y arrive pas. Donc se pose le problème de la formation. Ça c'est clair. Et c'est pour cette raison que quand je suis arrivé à la présidence de la Fédération française de rugby, le premier chantier que j'ai ouvert est le plus important. C'est celui de la formation. Je sais de quoi je parle, puisque je venais d'un club professionnel qui s'appelle le Rugby Club de Toulonnais, qui avait gagné 3 fois la Coupe d'Europe, en 2013, en 2014 et en 2015. Donc... quand le rugby club toulonnais gagnait la Coupe d'Europe, tout le monde disait mais finalement le rugby français se porte bien. Mais non, il y avait beaucoup d'étrangers au rugby club de Toulon
Et il y en a beaucoup dans d'autres clubs français, puisqu'il n'y en avait pas plus à Toulon qu'ailleurs, puisqu'il y a une règle, il y a une limite, donc on ne peut pas dépasser. Mais force est de constater que les joueurs étrangers qui sont arrivés massivement dans nos clubs ont pris la place de nos joueurs. Et donc, il y a la même comparaison avec le football anglais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'y avait pas de place pour nos joueurs français pour se développer. Et donc aujourd'hui, on est en pénurie à certains postes de joueurs de très haut niveau. Quand je dis on est en pénurie, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ait 3 ou 4 demi d'ouverture de niveau international, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on ait 3, 4, 5 piliers droits de niveau international, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on ait 8 secondes de ligne de niveau international, parce que c'est pas vrai. C'est ça la problématique aujourd'hui. C'est que ceux qui y sont d'un bon niveau, mais on manque de profondeur. C'est une évidence, c'est que dès qu'un se blesse, ben l'équipe elle se fragilise parce que justement on n'a pas le potentiel. Et donc c'est pour cette raison que la réforme de la formation, c'est la première des réformes que j'ai mise en place. Elle coûte cher à la Fédération française de rugby parce que c'est entre 9 et 10 millions d'euros par an de dépenses pour la Fédération française de rugby. Donc c'est bien beau de dire on va les dépenser, mais il faut aller les chercher. Donc c'est ce que l'on a fait, avec un sponsor maillot, avec des droits télé que nous a recédé la Ligue nationale de rugby via une convention signée au mois de juin. C'est tout ça qui fait que ce chantier, il va payer. Voilà. Et moi, l'objectif, c'est de me dire, à terme, avec justement beaucoup de formation chez les jeunes, on aura, dans une dizaine d'années, 4, 5 très bonnes demi-d'ouverture, 5, 6 très gros demi-mêlées. Enfin, on aura, je dirais, pléthore à tous les postes, parce que c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on a un blessé, on se dit, qui y mettre ? La clé, elle est là. Patrick, c'était la question que vous vouliez poser d'ailleurs à Bernard Laporte sur la formation, mais aussi en filigrane, en comparaison avec ce qui peut se passer en Irlande, par exemple, chez vous. Tout à fait. En Irlande, nous avons 100 000 licenciés pour 4 millions de personnes. En France, il y a à peu près 300 000 environ pour 60 millions de personnes. On ne fait pas le rugby à l'école en France et je pense que c'est la grande différence en termes de nombre de licenciés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rentrer le rugby dans l'école en France ? D'abord, c'est une bonne comparaison parce que je la prends souvent à la comparaison du rugby irlandais ou du rugby écossais ou du rugby gallois d'ailleurs, avec en termes d'habitants et en termes de licenciés, ça se voit à peu près. Et la France où il y a 66 millions d'habitants et 300 000 licenciés. D'abord, l'Irlande, c'est pas 100 000 licenciés. C'est 15 000 licenciés hommes. Parce que je ne compte pas ceux qui jouent qu'à l'école. D'accord ? C'est 15 000 licenciés qui jouent dans des clubs, ensuite dans des provinces. J'avais une longue entrevue jeudi après-midi avec Paul O'Connell pendant 2 heures à Paris, où on a discuté de tout ça. Et la force du rugby irlandais, elle est qu'effectivement, il se développe à l'école, que les meilleurs ensuite vont dans des clubs, et qu'ils ont à travailler sur 15 000 licenciés. C'est plus facile. Tu mets tes meilleurs éducateurs sur 15 000 mecs et donc tu les montes au très très haut niveau. Nous, on a un territoire qui est très très vaste, très très très, très grand. On commence à voir les meilleurs jouer entre eux à l'âge de 16-17 ans. C'est peut-être un peu tard. Je dis bien c'est peut-être un peu tard. Mais ce qui paraît au départ une faiblesse pour le rugby irlandais, gallois ou écossais, c'est une force en réalité. Parce qu'ils ont très peu de licenciés. Ils s'en occupent très très bien et ils les font progresser énormément. Et donc, un très gros potentiel, ça c'est clair. Après, pour parler du rugby à l'école, ça fait partie aussi, dans le cadre de la formation, d'une des missions des gens qui vont être formés. C'est quoi le chantier de la formation que l'on met en place ? On a embauché 192 personnes. 192 personnes qui auront pour mission d'aller dans les clubs pour former les éducateurs de clubs. Des écoles de rugby, je m'entends bien. Des écoles de rugby. Une fois que ces 11 000 éducateurs, parce qu'il y a 11 000 éducateurs en France, seront diplômés, auront tous leur brevet, qui permet ou pas de rentrer à l'école, parce qu'on ne rentre pas dans une école comme ça si on n'a pas le diplôme. Une fois que ces 11 000 auront le diplôme, moi j'en croise toutes les semaines, parce que toutes les semaines je vais dans des clubs qui me disent, moi une fois que j'ai le diplôme, j'aurai le vendredi après-midi, parce que je ne travaille pas, je pourrai aller 1, 2, 3 heures dans une école primaire. Et un qui me dit, mais moi, le mercredi je ne travaille pas, j'irai le mercredi matin dans une école primaire. L'objectif c'est que ces 11 000 éducateurs, je dis souvent c'est notre force commerciale à nous, ils vont aller dans les écoles primaires pour initier au rugby et pouvoir recruter. Ça, c'est clair. Et puis, la seconde mission, bien sûr, c'est comme ils seront formés, ils vont transmettre un savoir-faire et des compétences et des bonnes attitudes à tous nos gamins. Moi, je veux qu'un gamin qui naisse dans l'Est, ou qui naisse à Toulouse, ou qui naisse dans le Sud-Est, il ait une formation adéquate de 6 ans, puisqu'on commence le rugby aujourd'hui à 6 ans, jusqu'à 14-15 ans. C'est ça qui fera notre force à terme.
La force du potentiel du rugby français et passe aussi peut-être par la préparation mentale ou des entraînements spécifiques. Question d'Edouard à ce sujet-là. Oui, déjà une première remarque sur le niveau général du rugby français. Là, on parle du rugby masculin pour le moment. Il faut quand même aussi préciser qu'il y a un niveau de l'arbitrage français qui, lui, est très bon. Preuve que notre rugby sait amener quand même des compétences. Ma question, elle porte en fait sur les failles mentale auquel on a pu assister, parce qu'en fait quand on fait le bilan, vous nous en avez parlé, il y a quand même beaucoup de défaites de peu de points. On se rappelle l'Irlande l'an passé, on se rappelle l'Afrique du Sud lors des tests, et là encore le Pays de Galles. Moi j'ai une question, c'est par rapport aux buteurs. On voit des gens qui ont des taux de réussite incroyables en championnat, il n'y a pas un vent terrible au Stade de France, et pour autant des buts faciles qui sont loupés. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur le but ou sur la préparation mentale, parce que des fois les victoires ou les défaites se font à très peu? Alors, je dirais pas non à la question, parce que sincèrement, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien, mais quand on fait le constat, on peut se dire, effectivement, il y a un problème mental sur ce que l'on voit, et notamment au niveau des buteurs, mais pas qu'au niveau des buteurs. Donc, est-ce qu'il faudrait y travailler? Je pense, oui. D'ailleurs, Paul O'Connell me disait, justement, qu'ils avaient au Munster des gens qui s'occupaient de ça. 1 ou 2 personnes qui étaient en charge de cette préparation mentale, mais chez les plus jeunes, dès l'âge de 16-17 ans. Voilà l'accompagnement mental pour aller vers le haut niveau, qui, effectivement... est exigeant, le haut niveau. Il y a beaucoup de pression, et notamment chez les buteurs, effectivement, parce que si tu la manques, c'est des points en moins pour ton équipe. Donc, oui, il faut y réfléchir, et c'est pour cette raison que j'ai demandé aussi à la direction technique nationale de regarder ça avec attention, de près, et notamment sur nos académies et chez nos jeunes. Comment on peut optimiser ces capacités mentales chez nos jeunes. Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, vous savez, quand on ne maîtrise pas, on dit souvent que ça ne sert à rien. Mais non, je suis convaincu que ça doit servir, et que surtout, je le répète, que notre direction technique nationale s'en préoccupe, et c'est ce qu'ils vont faire, pour apporter, je dirais, le maximum de compétences à nos jeunes, ces jeunes qui vont devenir à terme nos titulaires dans nos équipes de France. Parce que c'est pareil, la préparation mentale à 25 ans, ça me semble trop tard. C'est chez les jeunes qu'il faut commencer à l'inculquer. C'est comme tout, c'est de la formation. Et puis vous parliez de l'arbitrage français, c'est une très bonne initiative d'en parler, parce que on a effectivement... dire les meilleurs arbitres, ce serait peut-être prétentieux, mais en termes de nombre, oui, on s'aperçoit qu'on a pratiquement 4 arbitres français qui vont, je pense, disputer la Coupe du Monde, ou 4 ou 5, c'est énorme. Et il y a une reconnaissance des fédérations mondiales, internationales, qui disent qu'en France, l'arbitrage, il est bon. Et moi, quand j'entends parler dans notre top 14, l'arbitrage, il n'est pas bon, etc., je crois que là aussi, il faut prendre un petit peu de recul et se dire, non, mais la reconnaissance du monde extérieur, c'est que l'arbitrage français est de qualité. C'est ça qui était aussi important. Et puis, on parle beaucoup de notre équipe de France masculine, mais une fédération, c'est pas que des garçons. Il y a aussi une équipe de France féminine qui a démarré brillamment hier en gagnant plus de 50 points, notre équipe galloise, qui a fait le Grand Chelem l'année dernière. On a une équipe de moins de 20 ans qui a été championne du monde il y a 8 mois. Donc tout ça aussi, c'est une fédération. C'est pas que notre équipe de France masculine. Alors, notre équipe de France masculine, elle est dans la difficulté depuis un certain nombre d'années. Mais par contre, je vois que notre rugby féminin ne cesse de grandir en termes de licenciés et en termes de performance avec notre équipe nationale, et que nos moins de 20 ans, je le répète, ont été champions du monde. Ça montre encore une fois que tout n'est pas mauvais en termes de formation, mais que ça ne suffit pas. La preuve, c'est que notre équipe de France, qui est l'aboutissement, je dirais, au niveau des garçons, pour le moment, elle est dans la difficulté. Il y a d'autres motifs de satisfaction dans le rugby français, Bernard Laporte. C'est le rugby féminin, et notamment l'équipe de France. Rama a une question sur ce sujet. Oui, effectivement, vous venez d'en parler. Notre équipe de France féminine, elle nous a fait plaisir, quand même. Elle nous fait souvent plaisir. On les voit jouer avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Est-ce que c'est pas ça qui manque aussi au 15 de France? Et pour revenir et pour rester sur les joueuses, comment est-ce que vous comptez faire évoluer leur statut? Elles sont encore semi-professionnelles aujourd'hui. Est-ce que vous pensez poursuivre vers une professionnalisation? Alors déjà, pour répondre à la deuxième question, leur statut, il a changé. Il a changé il y a 1 mois. Pourquoi il a changé? C'est la première fois que la Fédération française de rugby salarie des filles, salarie tout simplement des personnes pour jouer au rugby à 15. Puisque le rugby à 7, autant masculin que féminin, les joueurs sont salariés par la fédération. Nous, on a pris l'initiative effectivement de salarier même les filles qui ne jouent qu'au rugby à 15. Mais elles sont à mi-temps, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'elles ont un salaire de la fédération, et à côté, soit elles font des études, soit elles travaillent, etc. Mais c'est elles qui ont voulu ce statut-là. Et elles ont bien raison. Elles ont dit, nous, on ne va pas se couper du monde
pour doubler notre salaire, par exemple, et se dire, à 30 ans, on n'a plus rien. Aujourd'hui, elles ont souhaité avoir ce double emploi, je dirais, et c'est pour cette raison qu'en accord avec elles, on l'a fait. Mais on a professionnalisé aussi le staff. On se disait, mais pourquoi le staff de l'équipe de France masculine est à temps plein et le staff de l'équipe féminine, ils sont à la pige et rémunérés que quand ils viennent à un rassemblement. Donc on a dit, si on veut aller dans la performance, il faut aussi professionnaliser. C'est pour cette raison que le staff de l'équipe de France féminine est aujourd'hui à temps complet, voilà, aussi bien que le staff de l'équipe de France masculine. C'est tout simplement une volonté d'accompagner le développement du rugby féminin, d'abord parce qu'elles sont performantes, il y a de plus en plus de licenciés, et pour moi, elles sont sur le même pied d'égalité que les hommes. Alors certes, il y avait énormément de retard, mais aujourd'hui, moi j'ai envie que tout ça avance en parallèle et en même temps, et pas me dire, mais moi le rugby, c'est que l'équipe de France masculine. Non, pas du tout. Au contraire. Et c'est pour ces raisons. Mais c'était un engagement de campagne. Et quand je me suis présenté, je dis, j'accorderai autant d'importance au rugby féminin qu'au rugby masculin. Et aujourd'hui, elles nous le rendent bien. Bernard Laporte, l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Merci encore à Bernard Laporte d'être l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. Vous répondez aux questions avec beaucoup de sincérité. Bernard, ça c'est très appréciable. Troisième partie de notre émission, troisième thématique après le 15 de France, le niveau du rugby français. Il y a eu une actualité assez triste ces derniers temps dans le rugby, avec notamment des décès. Le rugby est-il devenu un sport dangereux ? Le rugby est-il un sport dangereux ? C'est de cela dont on va parler immédiatement, en commençant par Inès. Donc on a constaté depuis 5 ans que les diagnostics de commotion cérébrale ont doublé. Il y a eu 4 décès dans les derniers mois. Donc quelles sont les solutions à mettre en place pour protéger la santé des joueurs ? La santé des joueurs, elle est prioritaire. Et quand je dis elle est prioritaire, je fais partie en tant qu'élu à la Fédération internationale de la commission jeu. Et je peux vous garantir que d'abord ils font un travail considérable. Il y a une équipe technique en place qui analyse 6000 plaquages, 6000 rucks par année. Et qui, chaque fois qu'il y a une évolution des règles, le premier postulat c'est la sécurité des joueurs, la santé des joueurs. Donc ça je le dis avec beaucoup de facilité que moi j'ai intégré cette commission en cours et que c'est ce qui s'y passait. C'est pas moi qui l'ai inculqué. Ça, c'est l'état d'esprit qui règne dans cette commission. Et je ne peux que les féliciter et adouber cette philosophie. Après, c'est vrai qu'il y a eu des accidents et j'ai toujours, moi, une pensée pour tous ces jeunes qui nous ont quittés, que ce soit Adrien, Louis ou Nicolas. Moi, je ne les oublierai jamais parce qu'ils sont morts sur un terrain de rugby, effectivement. Et notre question, c'est comment faire en sorte que cela ne puisse plus arriver. Donc il y a l'évolution des règles, certes, c'est une évidence. Et c'est pour cette raison qu'on a fait 2 propositions de nous, qui est abaisser la taille, le niveau du plaquage des épaules à la taille, interdire le plaquage à 2 quand il y a un premier plaquage offensif, interdit de venir refaire un deuxième plaquage offensif. Tout ça est analysé, tout ça sera discuté le 17, 18 et 19 mars à Marcoussis, puisque toutes les fédérations vont venir. C'est un symposium sur la santé, sur les règles du rugby. Donc c'est pour vous dire encore une fois que tout le monde prend ça avec beaucoup d'intérêt. Mais il y a une chose qui est indispensable, c'est la responsabilisation des joueurs. Vous savez, vous pouvez baisser la limitation de vitesse de 90 à 80. Celui qui roule à 200, 90 ou 80, ça ne change rien pour lui. Et quand il y a un accident, que ce soit 90 ou 80, ça ne change rien. Et moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui se comportent mal sur les terrains. Voilà. Ceux qui viennent pour faire mal, plaque en haut, avec les épaules, etc., etc. Moi, je suis pour les exclure et les punir grandement. Je trouve qu'on est trop laxiste en termes de sanctions avec des joueurs qui vont sur un terrain pour faire mal. Et notamment sur des plaquages hauts, où ce n'est pas des plaquages, parce que quand on plaque, il faut fermer avec les bras. Aujourd'hui, je vois des joueurs qui viennent et qui, à l'image d'un boxeur, avec l'épaule, vont agresser le haut du corps de l'adversaire, et tout ça est dangereux. Ça vient d'où cette évolution, Bernard Laporte ? Il faut dire les choses comme ça. On ne voit pas beaucoup de joueurs français plaqués comme ça, parce que ce n'est pas notre éducation. C'est pas notre éducation. Et il y a des joueurs qui viennent d'autres nations qui ont ça comme éducation. Et donc, moi je dis, il faut dire à tout le monde, attention, ce genre de choses, c'est interdit. C'est interdit, tout simplement. D'abord, ça l'est interdit. Mais dès que ça se produit, il faut punir sévèrement. Je crois que c'est ça. La responsabilisation du joueur, on peut mettre toutes les règles du jeu
améliorer les règles du jeu, les modifier, c'est bien, mais la responsabilisation du joueur, elle est primordiale sur un terrain. Laurent, justement, vous vouliez surenchérir sur cette thématique avec Oui. Bernard Laporte. Il y a eu cette semaine un colloque là, sur le thème formation, règles du jeu et santé, jeudi sur Paris. Là. Est-ce que vous avez eu déjà un retour sur des informations sur ce qu'il en est ressorti de ce colloque qui a eu lieu à Sorbonne, justement? Non, je n'ai pas eu de retour. Je sais qu'il y avait, je crois, Didier Retière, donc, qui est notre directeur technique national, et Joël Dumay, notre directeur technique national de l'arbitrage. Mais je les ai croisés au match, mais bon, j'ai pas eu le temps de leur en parler. Je les verrai dans la semaine. Édouard, autre question sur ce thème? Oui, donc on connaît les propositions que vous avez faites en matière notamment de l'abaissement de la taille de plaquage. La question, c'est est-ce que les différentes nations vont être d'accord pour les mettre en place? Donc, à partir de ce constat, deux questions. La première, est-ce que vous seriez prêt à les mettre dans les divisions françaises amateurs en place, puisque là vous avez toute la possibilité de le faire? Est-ce que vous seriez favorable à le faire au niveau amateur français? Et la seconde, est-ce qu'on sera bien en mesure de mesurer exactement les effets de ces pratiques? Parce que là il y a eu le premier retour d'expérimentation de la deuxième division britannique qui avait essayé le nipple line, c'est-à-dire un abaissement de la taille des épaules au téton, et ça a donné paradoxalement plus de commotion. Donc est-ce qu'on sera bien en mesure de mesurer les effets de cette politique? Mais c'est justement, la réponse est dans la question. C'est qu'il y a une expérimentation qui a été faite par World Rugby avec la deuxième division anglaise. On attend justement au mois de mars, lors de ce symposium qui aura lieu à Marcoussis, mais réellement, l'analyse, qu'est-ce que ça a donné? Mais la première analyse, elle est tombée, ils sont revenus dessus. Oui, donc, mais je veux que tout le monde en prenne conscience, parce que c'est très important, encore une fois, l'expérimentation. Si ça ne sert à rien, alors effectivement, encore une fois, il faut peut-être baisser. Baisser à la taille. Il y aura peut-être moins de commotion, je ne sais pas. Mais je veux qu'on partage avec toutes les nations cette analyse, voilà, et qu'on dise, bon, mais si ça ne va pas, il faut aller plus loin peut-être. Donc il faut baisser à la taille. C'est ça c'est ce que je dirais en fonction de ça. Et quant à la première question, est-ce qu'on est prêt effectivement à faire, nous, une expérimentation au niveau des équipes, au niveau des championnats amateurs? Oui. On l'a dit à World Rugby. Moi, j'attends avec impatience l'analyse de la Pro D2 anglaise définitive et ferme. Et en fonction de ça, oui, peut-être qu'on dira, nous, dans les divisions amateurs, on va faire une expérimentation. Question de Patrick. Pour revenir sur la partie internationale, les règles, c'est des règles internationales. Donc, quel est l'appétit dans les autres pays pour le changement? Mais justement, on n'est pas tous en phase avec ça. Quand on prend la fédération néo-zélandaise, par exemple, ils ne sont pas très pour de baisser la taille de plaquage, parce qu'eux, ils disent, le rugby, on peut plaquer ici, etc. Alors, ils n'acceptent pas le plaquage agressif, qui n'est pas un plaquage, comme ce dont j'évoquais tout à l'heure. Hein. Mais pour eux, ils nous disent, mais montrez-nous que des plaquages hauts, ça crée plus d'incidents. C'est tout ça qu'il faut analyser. Et c'est pour ça que ce symposium à Marcoussis va être très important. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut poser des chiffres, il faut poser des analyses et qu'on les partage. Et qu'ensemble on dise, ah, donc si là ça ne fonctionne pas, il faut changer, il faut aller vers là. C'est le but, encore une fois, de cette réunion à Paris, à Marcoussis. Donc, il me tarde, le mois de mars, pour que, en fonction de toutes ces analyses, on puisse prendre les bonnes décisions et surtout qu'on les partage. Parce qu'effectivement, ça ne peut pas être les Néo-Zélandais qui disent non, nous qui disons oui, certains qui disent non. Il faut qu'à un certain moment, on se dise, mais regardez, il y a des analyses qui ont été réalisées, donc maintenant, ensemble, on doit aller vers ce changement. Rama, question à Bernard Laporte. Oui, la violence des chocs, elle est liée à l'évolution du jeu, vous en avez parlé, mais aussi à l'évolution des gabarits, des capacités physiques des joueurs. Donc, on sait qu'ils font une préparation physique plus intense, plus de séances de musculation, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question de la place du dopage dans le rugby? Il faut toujours se la poser. Vous savez, quand on a déposé notre candidature pour la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde 2023, quand on a été recalé la première fois, il y avait un élément que l'on nous reprochait, c'est vous êtes trop dur la France en termes de lutte contre le dopage. Vous avez compris que ça m'a fait bondir de mon siège. On n'est jamais assez dur en termes de lutte contre le dopage. Il faut être très dur en termes de lutte contre le dopage. Donc, oui, il faut continuer. Il y a là aussi beaucoup de tests, d'analyses qui sont réalisées au niveau des matchs internationaux, beaucoup de joueurs qui sont suivis dans le monde entier, et il faut continuer. Vous savez, quand j'ai entraîné le rugby club toulonnais, quand vous êtes 2 fois champion d'Europe, il y a des gens qui peuvent suspecter, etc. Donc vous avez de plus en plus de contrôle. Et c'est vrai que ça énervait un petit peu les joueurs quand les gens arrivaient à 6h du matin et qu'ils attendaient les joueurs, etc. Et moi je disais, mais s'ils pouvaient venir toutes les semaines, ça me rassurerait. Voilà. Moi ça ne me gêne pas qu'au contrôle, au contraire. Et moi j'ai toujours été très clair avec mes joueurs, la tolérance zéro en termes de lutte contre le dopage.
Pensez qu'il y en a du dopage dans le rugby français aujourd'hui, Non. Bernard Laporte? Moi, je pense qu'il n'y en a pas, mais je ne vais pas vous le certifier. Mais aujourd'hui, j'ai pas, ou oui dit, etc. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais on n'est jamais à l'abri. Comme on dit, on ne dort pas avec tous les professionnels de rugby. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui va outrepasser la loi. Donc il faut être ferme, d'abord dans la prévention et dans la lutte contre le dopage. Ça, c'est clair. Nouvelle question de Laurent pour vous, Bernard Laporte. Ouais. Moi, je vais aller revenir un peu sur la violence et un peu l'image qu'a le rugby en ce moment. Quand on explique aux parents qui sont assez préoccupés, comment on peut les rassurer quand on en parle de rugby, et surtout, notamment, on va parler des filles. Les filles, aujourd'hui, elles jouent dans la même catégorie que les garçons au même âge. Donc, c'est un sport qui est quand même assez violent. Donc, je voulais voir un peu au niveau communication grand public, parce qu'on a parlé des changements de règles au niveau des catégories EDR avec le toucher pour remplacer le plaquage, etc. Mais ça, c'est pour les initiés, quoi. Pour les auditeurs qui nous écoutent, comment on peut rassurer un peu les parents. D'abord, quelles sont pour les vos rassurer, idées? une bonne question. Pour les rassurer, c'est qu'il y a très peu, voire pas d'accidents chez les jeunes. Quand je dis chez les jeunes, c'est jusqu'à l'école de rugby moins de 14 ans. Ça n'existe pas. Il peut y avoir une bosse parce que tu as heurté un genou, il peut y avoir aussi, mais il n'y a pas de, y a pas de commotion, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Les filles, elles jouent. Le rugby est mixte, j'ai envie de dire. Il y a quand même un junior qui est décédé l'année dernière. Je parle de moins de 14 ans. Ouais. Junior, c'est pas moins de 14 ans. Là, je parle de l'école de rugby. C'est quand même un jeune. Je parle d'école de rugby, oui, mais des jeunes, oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure d'Adrien, il avait 17 ans. Donc c'était un junior. Mais dans les écoles de rugby, il n'y a pas. Il y a très peu de problèmes. Après, les filles, elles jouent jusqu'à 14 ans, mixtes. Il n'y a pas de problème avec les filles qui jouent. Moi, je vais toutes les semaines dans des écoles de rugby, je vois des filles. Des fois, elles sont plus performantes que les garçons. Et puis, on peut aussi, quand elles ont 15 ans, leur dire vous restez jouer avec les garçons de 14 ans. Enfin, il y a des aménagements qui se font. Il n'y a pas de problématique. La véritable problématique pour les filles, c'est qu'après 14 ans, elles ne peuvent pas jouer. Ça ne peut plus être mixte. Et que là, souvent, il n'y a pas d'équipe cadette, ça manque d'équipe, et donc elles arrêtent. C'est ça la problématique pour les filles, hein, je dis bien. Donc, aux mamans qui disent le rugby fait peur, je leur dis non. Chez les jeunes, il n'y a pas. Et puis, le rugby, il apporte autre chose. C'est quoi nos valeurs? C'est le partage, c'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'un des seuls sports qui peut apporter tout ça. Donc ça compte aussi, il faut parler aussi des plus-values qu'apporte le rugby. Et je fais partie de ceux qui y ont été. Moi j'étais tout petit, tout maigre, tout timide, et le rugby m'a aidé à me développer. Voilà, à prendre confiance en moi, à avoir des potes, à aller ensemble combattre. Je crois que c'est ça aussi le rugby. Et moi souvent, on me disait quand j'étais jeune, le rugby c'est l'école de la vie. Je le partage encore plus aujourd'hui avec une certaine expérience. Je suis convaincu que le rugby c'est l'école de la vie. C'est une vérité, parce que dans les équipes de rugby, il y a de tout. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros. Il y en a qui font des grandes études, il y en a qui n'en font pas. C'est la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je dis aux mamans, vous pouvez mettre vos garçons et vos filles au rugby. Voilà. Et si vous pensez que c'est trop dangereux, à 14 ans, ils arrêteront. Mais vous verrez qu'à 14 ans, ils n'arrêteront pas. Parce qu'eux, ils diront, non, mais moi, j'ai mes potes, j'ai mes copines et je veux continuer parce que c'est un sport merveilleux. Donc voilà, donc je crois qu'il faut dire ce qu'il dit. Et puis, à ceux qui disent, oui, mais les mamans, elles ne mettent pas leurs enfants à l'école de rugby. Mais alors pourquoi on a 30% de plus de licenciés chez les filles? Vous croyez que les mamans qui mettent les filles au rugby, elles ne sont pas au courant de tout ce qui se passe? Elles sont exactement au courant. Je crois que ça ne nous aide pas, les incidents qu'il y a eu. Mais surtout, ce qui ne nous aide pas, c'est que depuis 10 ans, on n'a rien fait en termes de formation. On n'a rien fait. On n'a jamais été dans les écoles. On n'a jamais mis la stratégie que l'on met en place avec les 192 personnes. On aurait dû le faire il y a 15 ans. Voilà. Aujourd'hui, on a abandonné l'école. Et quand d'autres sports y vont, eh bien, les jeunes ils vont pratiquer d'autres sports que le rugby. C'est aussi simple que ça. Pour conclure rapidement, Laurent. Oui, juste vous parler du rugby féminin et donc de l'accompagnement du développement de ce rugby-là. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la Fédé impose aux clubs amateurs, au moins jusqu'en fédéral, de créer des sections féminines et des équipes de moins de 15, moins de 18 comme ça existe, plutôt que de tout concentrer sur leurs moyens, sur les sections oui, masculines. mais c'est difficile d'imposer parce que bon, il y a des clubs qui vont te dire... Alors, ça se fait au niveau des équipes professionnelles. Il y a de plus en plus d'équipes féminines. On parlait tout à l'heure de La Rochelle. La Rochelle a une très bonne équipe féminine. Toulon a monté son équipe féminine. Tout le monde maintenant, Toulouse, tout le monde se met à avoir son équipe féminine. Les clubs amateurs jusqu'en fédéral au moins. Mais au niveau du monde amateur, vous savez, quand vous avez une équipe qui est en fédéral 1 dans un village de 5000 habitants, ils ont du mal à avoir une équipe masculine. Vous allez leur dire, il vous faut une équipe féminine. Et sans quoi, si vous ne l'avez pas, vous faites quoi? Vous les disqualifiez? C'est compliqué. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas imposer. Mais le fait qu'il y ait un maximum de filles qui viennent dans les écoles de rugby fera en sorte qu'il y aura des écoles. Et puis je vois que des présidents qui ont des équipes féminines, ils veulent les garder, ils veulent les conserver. Après, on ne peut pas imposer
au club. Alors, et puis surtout, on ne peut pas les punir s'ils ne le font pas. Je crois que la volonté de tout le monde, c'est d'avoir une équipe féminine. Mais il en faut encore une fois le potentiel. Bernard Laporte, invité exceptionnel des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Bernard Laporte, l'invité d'Europe 1 et de ses auditeurs et de ses auditrices. Bernard Laporte avec nous. Le rugby, sport dangereux ou pas? Apparemment, la démonstration, en tout cas chez les jeunes, Bernard, que vous avez réalisé sur notre antenne, tente à démontrer que non. Le niveau de l'équipe de France, on en a parlé. On aimerait savoir un petit peu plus aussi dans votre action en tant que président et avec la fédération, ce que vous faites pour faire évoluer, pour faire progresser le rugby français. Et à ce sujet, Rama a une question pour vous. Oui, moi, ma question, elle porte sur le fossé entre les moyens des clubs professionnels et des très, très nombreux clubs amateurs. Vous vous êtes beaucoup revendiqué comme un président proche du rugby amateur. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles mesures vous avez prises ou quelles mesures vous comptez prendre pour aider ces clubs à se développer? La première des mesures que nous avons mises en place, je le répète, c'est le chantier numéro 1, c'est la formation. Quand on embauche ou quand on met sur le terrain plus de 190 personnes, il faut les payer, ce qui est normal. Et puis, ce n'est pas des one-shot, c'est des carrières à vie. Donc, je le répète, c'est entre 9 et 10 millions d'euros pour la fédération. Comment on est allé les chercher? D'abord, on est allé chercher un partenaire maillot. Ça, c'était un élément de ma campagne pour financer une partie. Et la deuxième chose qu'on a réalisée, c'est que dans la convention qui liait la Ligue nationale de rugby, c'est-à-dire les clubs professionnels et la Fédération française de rugby, il y avait ce qu'on appelle des flux croisés. C'est-à-dire qu'eux nous donnaient de l'argent en fonction de ça. Nous, on donnait de l'argent en fonction de ça. J'ai dit, attendez, on va arrêter ces flux croisés et on va en faire qu'un. Qui donne à qui? Mais on s'apercevait que c'était la Fédération française de rugby qui donnait 700 000 euros à la Ligue jusqu'à présent. La nouvelle convention qu'on a signée au mois de juin, c'est la Ligue nationale de rugby qui donne à la Fédération française de rugby 5 millions d'euros par an. Et je les en remercie profondément parce que ça nous permet de payer cette formation qui, je vous le répète, est le chantier numéro 1. Donc ça, c'est ça le premier des chantiers. Après, on a baissé la licence de 52%. On a remboursé les indemnités kilométriques à nos clubs. On remboursait avant, à l'époque, à partir de 170 km. On a baissé le seuil à 120. Et on va continuer de le baisser. Tout ça, ça fait de la trésorerie pour les clubs. C'est une aide pour les clubs. Donc, les frais de mutation ont été supprimés. Voilà, ou tout au moins régulés, baissés. Moi, ce que je veux, c'est que un club, c'est pas une vache à lait. D'abord, on arrête de mettre des amendes, etc., comme c'était le cas auparavant. Donc, il y a de moins en moins d'amendes qui sont faites au club. Les clubs, on doit les aider à s'organiser. On ne doit pas les punir parce qu'ils n'y arrivent pas. Moi, je suis contre la punition. Je suis pour l'aide. Voilà. Donc, encore une fois, ma mission, c'est d'aller chercher des moyens financiers, humains, pour aider ces clubs amateurs. Et je vous garantis que les clubs amateurs qui ont déjà fait l'expérience de la mise en place des cas techniques, donc de la formation, qui sont dans leur club, ils me disent mais c'est un régal parce que nos éducateurs sont formés, ils y prennent un plaisir. Mais c'est évident. Donc voilà. Donc moi, ma mission, je suis président du monde amateur, je ne suis pas président du monde professionnel. C'est d'abord que notre monde professionnel se passe bien, c'est les aider aussi, mais qu'il y ait une rétribution vers le monde amateur pour aider la fédération à faire en sorte que les clubs se portent mieux et permettent une meilleure formation, un meilleur développement de nos jeunes. Laurent, pour prolonger la question de Rama, justement. Oui, je voulais revenir sur la gestion, votre gestion de la fédération. On a tous en tête là, les 7,3 millions de pertes l'année dernière, expliquées par la Coupe du Monde des U20, l'obtention de la Coupe du Monde de 2023, la provision pour le licenciement du staff tricolore. Et du coup, quelles sont vos prévisions pour 2019, sachant qu'en plus, on n'a pas réussi à remplir le Stade de France vendredi soir et qu'on aura un match du tournoi en moins cette année, bien sûr. Donc des recettes en moins. Mais le trésorier répondrait mieux que moi à cette question, mais je vais y répondre aussi. D'abord, la perte, effectivement, c'est pas une perte sèche financière des 7,5 millions, qu'on soit d'accord. Il y a des provisions qui sont mises dedans. Et l'une des provisions, c'est 2,5 millions. C'est ce qui c'est ce qui sera dépensé. Non, on ne sait pas ce qui sera dépensé ou pas. C'est la meilleure estimation qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est l'optimation maximale. Si on perdait le procès contre les 3 villes qui sont liées à l'annulation du grand stade, que nous ne voulions pas, ils nous ont attaqués, et maintenant on verra au tribunal si nous perdons ou pas. Nous, on a provisionné au cas où nous perdions. Oui. Donc dans les 7,5 millions, ils y sont. Mais si on gagne, ça fait 2,5 en moins. Voilà.
On a provisionné 2,5 pour le staff. Bon, il y a un procès qui aura lieu bientôt. Ben, si jamais c'est pas autant, c'est autant d'argent. On les a provisionnés, pour le moment, on les a pas dépensés. C'est important sur les 7,5 millions. Ça en fait 5 quand même sur 7,5. Après, il y a eu effectivement 1,2 million lié à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ça, on l'a dépensé. Ça, c'est l'argent qui est sorti. Mais on a organisé une Coupe du Monde de moins de 20 ans au dernier moment, un mois avant la nomination du candidat pour 2023. Je peux vous garantir qu'aux yeux des fédérations, on a sauvé la fédération internationale parce que personne ne le voulait. Ça coûte de l'argent d'organiser. Et comme aucune fédération, hormis l'Angleterre, n'a de moyens, personne ne le veut organiser. Et donc nous, quand on a vu ça et que l'Argentine, qui devait le faire, a dit « mais nous, on ne peut pas financièrement », mais nous, la France, on a dit « on va le faire ». Et là, on a levé une épine du pied à tout le monde. Et je suis convaincu que certains ont voté pour nous parce qu'ils se sont dit ben, la France, voilà, quand on est dans la difficulté, ils viennent et ils aident le rugby international. Donc pour moi, c'était plus un investissement à long terme qu'une perte sèche. En plus, à l'époque, on n'aurait pas pu le savoir. Hein. On a été champion du monde, on a transmis des émotions considérables. Donc, quand on regarde l'un dans l'autre, si je devais payer 1 million tous les 4 ans ou tous les 2 ans et être champion du monde à la maison, je crois que ce serait un investissement que je ferais, sincèrement. Est-ce que les caisses de la fédération sont saines, Bernard Laporte? Est-ce qu'il peut y avoir des licenciements à la fédération? Est-ce qu'il y a des soucis d'argent? Il n'y a aucun souci d'argent. Et pour preuve, c'est que nous avons octroyé la prime Macron donc, à tous nos salariés. Voilà, on a donné une prime de 750 €. À l'intégralité des salariés? Bien sûr, à l'intégralité des salariés. Vont toucher, parce que je crois que ça se débloque au mois de mars. Mais ça a été acté. Donc 750 € à tous les salariés qui sont à moins de 1 999 €, je crois, et 500 € de prime à ceux qui sont en dessous de 3 999 €. Voilà, tous les salariés l'ont eu. Et la fédération se porte très très bien financièrement, bien sûr. Puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais encore une fois, je ne voudrais pas que mon trésorier me dise tu n'as pas été précis, mais je crois qu'aujourd'hui, les fonds de la Fédération française de rugby, entre le fonds dédié aux assurances et la trésorerie propre de la Fédération, on doit être dans les 75 à 85 millions d'euros. Donc il n'y a aucun souci en termes de trésorerie à la Fédération française de rugby. Question d'Edouard. Oui, sur le fait que le rugby aujourd'hui perd en partie des licenciés. On observe notamment une étude du ministère des Sports montrait que les gens restaient au rugby 2 saisons. Et il arrivait souvent qu'ils arrêtaient, notamment chez les jeunes. Il pouvait y avoir un effet comme ça, ou pour des raisons diverses dans la morphologie, au bout de 2 ans, ils avaient envie de partir, de changer de sport, puis parfois de revenir. Ma question porte sur le rugby loisir. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, il y a une pénurie de terrain, donc c'est parfois compliqué de jouer pour les clubs. Et on observe qu'il y a très peu de championnats, je dirais, en semaine. Au football, il y a beaucoup de créneaux qui sont réservés pour des championnats loisirs en semaine. Ce qui fait que beaucoup de juniors étudiants, par exemple, arrêtent au moment du passage adulte parce qu'il n'y a pas ces possibilités de faire du rugby loisir en semaine avec des créneaux réservés qui permettraient aux joueurs de poursuivre leur activité de rugby. Pourquoi pas un jour revenir dans les clubs? Ce qui fait qu'il y a des gens qu'on a formés de plutôt bon niveau qui vont jouer en grande école et ensuite ils trouvent un travail. Et comme le week-end, ils veulent se réserver pour leur famille, ils arrêtent de jouer. Oui, c'est effectivement, mais ils n'arrêtent pas tous de jouer. Parce qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle le rugby à 5, qui est à toucher, d'accord, qui se développe énormément, à tel point qu'on envisage même d'en faire un championnat, nous, parce que c'est pour tout âge, là. D'abord, tout le monde peut y jouer, c'est à toucher, il n'y a pas de risque, c'est mixte. Et il y a de plus en plus de gens qui y jouent. Pourquoi le développer? Parce qu'effectivement, ceux qui y viennent, alors souvent c'est des mamans, c'est des papas, ou c'est des anciens étudiantes ou étudiants, effectivement, qui se disent, tiens, on va continuer à s'entretenir, à courir, puis en gros à toucher le ballon. Ils ne sont pas là nécessairement pour plaquer, ils sont là pour faire des passes, s'amuser. Et souvent, quand ils se développent dans ce rugby à 5, ensuite, ils deviennent des dirigeants. Voilà, parce que finalement, c'est dans tel club, si vous avez besoin d'un coup de main à l'école de rugby, je vais le faire, etc., etc. Donc c'est au-delà de l'épanouissement et du bien-être, je dirais, des gens qui le pratiquent, c'est pour nous une possibilité d'avoir des dirigeants à terme dans des clubs. Donc oui, le rugby à 5 sert à ça. Et malheureusement, vous parliez des infrastructures. Oui, c'est une problématique, notamment en Ile-de-France. Et on vient de signer une convention justement vendredi avant le match avec Valérie Pécresse et la région Ile-de-France. Et je les en remercie encore une fois profondément parce que c'est quelque chose d'énorme pour le développement francilien. Voilà. Et le rugby à 5, le rugby féminin, le développement fait partie de cette convention qu'on a signée avec eux. Patrick, question peut-être sur cette thématique à Bernard Laporte. Alors, dans le sport professionnel, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à la fin. Qu'est-ce que la fédération met en place pour aider les jeunes qui font beaucoup de rugby dans les centres de formation, mais qui ne deviennent pas les pros après? Alors, dans les centres de formation,
d'abord, les centres de formation, ils sont dans les clubs professionnels. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je dis, c'est que je suis pour le double projet. Le double projet, c'est quoi? C'est le développement, bien sûr, et l'accessibilité du haut niveau en termes de rugby, mais c'est aussi les études en parallèle. Là-dessus, je crois qu'il faut être intransigeant. Puis je vais vous dire la vérité, pour avoir été entraîneur, c'est beaucoup plus facile d'entraîner un joueur intelligent qui comprend très très vite. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Donc moi, quand on me dit on va arrêter le cursus, je dis non, surtout pas. Hein, surtout pas arrêter le cursus scolaire. Au contraire, le développer, le pousser. Voilà. Donc, il faut mener tout ça à deux paires, parce que d'abord, effectivement, tout le monde ne sera pas élu, comme vous l'avez si bien dit. Et puis que même pour ceux qui vont être élus, c'est quand même bien en termes de comment dirais-je, mental, de se dire, il n'y a pas que le rugby. Je passe du rugby à mes études ou à mon travail. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Donc moi, ce que je préconise, mais je sais que dans les centres de formation, ils y sont très attentifs, c'est le développement en parallèle des deux. C'est vrai que le rugby a toujours été un sport dans lequel, par le passé, il y avait un niveau d'études assez élevé. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes, ils ont beaucoup plus tendance à se dire on va arrêter les études parce qu'il y a entraînement là, il y a entraînement là, il y a entraînement là. Non. Il peut y avoir entraînement. Et en plus, on a la chance aujourd'hui, c'est que pour ces sportifs de haut niveau, de rugby, c'est ou la d'autres professionnalisation sports, aussi. il y a des études aménagées. Aujourd'hui, un DUT, vous le passez en 4 ans au lieu de 2. On a la chance que les écoles donnent des facilités à des joueurs professionnels d'acquérir quand même aussi leur diplôme. Donc ça, c'est une réelle opportunité pour nos jeunes. On se retrouve dans un instant avec notre invité exceptionnel sur Europe 1 face aux auditeurs, Bernard Laporte. A tout de suite. Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Invité exceptionnel des auditeurs d'Europe 1, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, et on va parler d'avenir, alors un avenir proche et un peu moins proche, la Coupe du Monde, la prochaine bien sûr au Japon, et puis celle que la France va organiser en 2023. Beaucoup de questions de la part des auditrices et des auditeurs d'Europe 1, à commencer par Inès. Oui, alors en 2017, lors de la Coupe du Monde de rugby féminin, vous avez prononcé un discours pour l'équipe féminine et vous leur avez dit « Votre mission, c'est de faire rêver les gamins ». Et du coup, moi, je me demandais, pour cette Coupe du Monde 2019, quelle est la mission que vous souhaitez assigner à l'équipe de France ? C'est la même mission. Vous savez, je le disais quand j'étais sélectionneur de l'équipe de France pendant 8 ans. Je disais, c'est quoi notre mission ? Bien sûr, c'est de gagner, c'est de se faire plaisir. Mais au-delà de se faire plaisir et de remporter des titres, c'est de donner l'envie à nos gamins de nous ressembler et de pratiquer ce sport-là. On a un effet miroir. Je dis souvent, c'est la vitrine de l'équipe de la fédération. Son équipe masculine et son équipe féminine aussi, les deux. La preuve, c'est que si on a 30% de licenciés de plus chez les filles, ben c'est parce que aussi notre équipe de France féminine, elle fait rêver. Elle donne du rêve, elle donne des émotions et que les jeunes filles, elles ont envie de faire la même chose qu'elles. C'est la même chose chez les hommes. Voilà. Et si on a moins de licenciés, c'est pas lié qu'à tous les accidents tragiques qu'on a eus. C'est qu'on a une équipe de France qui fait plus rêver aujourd'hui. C'est une évidence. Voilà, et ça fait pratiquement 10 ans qu'elle fait plus rêver. Donc il faut retrouver le chemin de la victoire parce que c'est la vitrine de notre sport. Rama, question également à Bernard Laporte. Cela ne vous a pas empêché de dire en 2017 également que vous pensiez que l'équipe de France serait championne en 2019. Donc ma question c'est, est-ce que vous le pensez toujours ? Si oui, est-ce que c'est raisonnable ? Et à quelles conditions est-ce que c'est possible ? Alors, si je ne le pensais pas, ce serait difficile d'aller parler à mes joueurs et de leur dire « Bon, vous êtes des nuls, vous ne serez pas champion du monde ». J'accepterai pas en tant que joueur qu'un président me parle comme ça. Vous dire que, à aujourd'hui, mathématiquement, on a peu de chance, oui. Vous dire que je ne parierai pas ma maison en se disant « Je suis sûr qu'on va être champion du monde », oui. Mais vous dire qu'il y a une possibilité, parce qu'une Coupe du Monde, ça va très très vite. D'abord, on va avoir une poule costaud, avec 2 grosses équipes qui sont l'Argentine et l'Angleterre. Mais que si tu sors après ces 3 matchs, c'est 3 matchs à gagner. Ça va très très vite après. Voilà, avec aussi en face des équipes qui peuvent être diminuées, parce qu'elles ont perdu, rappelez-vous, en 2011, la Nouvelle-Zélande perd ses 3 demi d'ouverture. Elle joue avec le 4e, elle n'a plus la même équipe. Voilà. Donc après, il y a des choses qui font. La France, en 2011, peut être championne du monde, alors qu'elle a failli ne pas sortir des poules. Ça va vite. Si on n'a pas cette expulsion du 3e ligne Winterbottom en demi-finale, Warrbottom,
Winterbottom, c'était l'anglais. Warburton, qui se fait expulser sur le plaquage de Vincent Clerc contre les Gallois, peut-être qu'on n'est pas en finale. Ça va vite après un match. Donc, dire qu'on n'est pas favori, oui, c'est une certitude que l'équipe de France n'est pas favorite pour gagner la Coupe du Monde de 2019. Mais qu'elle en a le potentiel et avec un peu de chance, tout peut sourire. Je crois que les dernières Coupes du Monde nous permettent de dire oui, c'est faisable, mais on est loin d'être favori. Laurent, question à Bernard Laporte. Oui, donc vous avez un peu répondu à ma question, donc il faut que je la réoriente un petit peu. Parce que vous allez y arriver, Laurent. Ma question, c'était Vous connaissez surtout bien est-ce le qu'on va rugby, être en capable donc, de battre l'Angleterre vu ce qu'on a vu hier, ça va être compliqué. L'Argentine au premier match, avec un premier match, ça va être aussi assez indécis parce qu'on n'aura pas de certitude en arrivant là. Et après, c'était aussi une question sur le jeu, quoi. Comment, quand on voit toutes les grandes nations qui essayent de jouer sur la vitesse et l'évitement, et nous qui nous orientons vers plutôt un pack le plus massif du mondial, je trouve qu'on est un peu à contre-courant, quoi. Oui, non, un pack le plus massif, Plus lourd, pardon. Oui, je ne suis pas sélectionneur, mais je ne pense pas qu'ils aient fait une équipe en mettant les gars sur la balance, quoi. Je crois. J'espère. C'est le constat qui a été fait, que ça a été le pack le plus lourd. On s'en fout du pack le plus lourd. Autrement, on parlait que des sumo. Ça ne sert à rien, ça, au rugby. Ça ne sert à rien, au rugby. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est des gens, tant mieux s'ils font 130 kilos, mais qui sont rapides, qui courent longtemps, qui sont endurants, etc. C'est surtout ça qui est important. Oui. C'est pas sur la balance qu'on gagne les matchs. Alors, le constat a été fait, et puis je l'ai appris le jour du match. On m'a dit c'est le pack le plus lourd. Bon, je dis, on n'a rien à foutre que ce soit le pack le plus lourd. Encore une fois, ça n'apporte rien, ça. Mais quand on voit jouer l'équipe de France, et notamment la première mi-temps, j'ai pas eu l'impression qu'elle n'avait pas pour philosophie l'évitement. Je crois que tout ça ne veut rien dire. L'équipe de France, elle ne joue pas différemment que l'équipe d'Irlande ou que l'équipe d'Angleterre. Parce que alors, si jamais l'équipe d'Angleterre a privilégié plus l'évitement, pourquoi ils ont perdu contre nous l'an dernier? Je crois qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Tous les entraîneurs privilégient l'évitement et l'affrontement parce que dans le rugby, il y a les deux. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'entraîneur qui dit, tu sais, quand tu dois aller marquer l'essai là-bas, tu t'arrêtes parce que tu vas aller péter dans le dernier défenseur là-bas. Ça n'existe pas. Ça, c'est des paroles qui ne veulent rien dire. Moi, je vois les entraînements, je ne vois pas beaucoup, mais je vois des entraînements dans des clubs, etc. J'ai jamais vu un entraîneur, et moi, j'ai jamais vu un entraîneur qui privilégie l'affrontement à l'évitement. C'est stupide, ça. Édouard, question à Bernard Laporte. Oui, donc il y a 2019, puis ensuite il y a 2023, avec donc la génération des U20 qui va arriver. Vous avez parlé tout à l'heure du développement du rugby mondial. Est-ce que vous seriez favorable, c'est dans les tuyaux, à un élargissement du format de la compétition, un passage de 20 à 24 équipes, ce qui pourrait permettre, par exemple, à l'Allemagne de faire partie du grand concert international ? Quitte à dévaluer un peu le niveau de la compétition. Tant que c'est pour développer et faire connaître notre sport dans des pays où effectivement où il n'est pas majeur aujourd'hui, vous citez l'Allemagne, c'est le bon exemple, moi j'y suis favorable. C'est ça. Après, il faut mesurer la différence qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas aider les Allemands à grandir dans une autre compétition et une fois qu'ils sont prêts, les intégrer, ou dire non, on va les mettre de suite? Si c'est pour prendre des 80-0 ou des 100-0 comme on l'a eu connu dans des Coupes du Monde, ça dévalorise la Coupe du Monde et il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi je ne connais pas l'équipe d'Allemagne, en vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son niveau réel. Mais ce qui est sûr, et je le disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'on ne peut pas laisser les Fidji, les Samoa, le Japon et les USA, qui sont des axes forts, et notamment les États-Unis, sans compétition, hormis tous les 4 ans une Coupe du Monde. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible ça. Patrick, question à Bernard Laporte. Retour au Japon. Cette année, à la Coupe du Monde, l'année prochaine, il y a les JO. C'est le même cas de figure chez nous dans 4 ans. Quel est l'impact de cette proximité de la Coupe du Monde avec les JO? Qu'est-ce que ça change en fait? Tout le monde nous disait vous n'aurez pas la Coupe du Monde 2023 parce que les gens ils disent vous avez les Jeux Olympiques 2024, ça va, vous avez été servi, vous en avez assez. Je disais mais c'est pas les mêmes gens qui votent. Ceux qui vont octroyer la Coupe du Monde 2023, c'est les gens du rugby, ils n'ont pas voté pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est le même public aussi? Et en plus, ce n'est pas le même public. Et la grande différence, c'est que des Jeux Olympiques, c'est dans une ville. Bon, hormis le football, qui je crois va être à Nantes, et la voile, Marseille. Mais 90% ou 95% se fait à Paris. Ou région parisienne. Le rugby, c'est dans 9 villes. Donc on a une véritable occupation du territoire en termes de développement de cette compétition. Donc ça, c'est une grande différence. Je crois que c'est mieux d'être placé avant les Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, il peut y avoir, bon, mais il faut dire les choses comme elles sont. Les Jeux Olympiques, c'est la compétition suprême. On a connu l'extase, etc., etc. Bon, après, il y a le rugby qui arrive. Je préfère qu'on arrive avant, pour vous dire la vérité. Et d'abord, ça va mettre en appétit
le public français, de se dire, il y a une réelle compétition, puis ensuite, il y a les Jeux Olympiques, dans lesquels il y a la Fédération française de rugby, puisqu'il y a autant masculin que féminin, le rugby à 7 qui aujourd'hui est sport olympique. Donc je pense que c'est la même configuration qu'au Japon. Je pense qu'aussi il vaut mieux être avant les Jeux Olympiques qu'après. Mais la grande chance pour la France, c'est d'avoir deux compétitions de ce calibre-là. Tout le monde en rêverait. Les Jeux Olympiques qui peuvent être galvanisés par la Coupe du Monde de rugby. Pourquoi pas? Bernard Laporte est l'invité exceptionnel des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans un instant. Bernard Laporte face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Merci encore Bernard Laporte d'avoir accepté l'invitation des auditeurs et des auditrices d'Europe 1. On a beaucoup parlé de rugby et tant mieux, la fédération, la Coupe du Monde, l'équipe de France, le tournoi. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous aussi, Bernard Laporte. C'est vrai que les auditeurs, les auditrices s'interrogent sur votre parcours. C'est vrai que vous avez été secrétaire d'État au sport, sélectionneur, entraîneur, joueur, président de fédération aujourd'hui. Mais sur Europe 1, il y a quelqu'un qui semble bien vous connaître. Écoutez. Et puis on va terminer avec du rugby. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à tout le parc. Alors vous allez regarder ce match, cher Bernard Laporte? Oui, tout à fait. Le tournoi Six Nations, ça reste quand même mon tournoi favori. C'est l'occasion de finir une compétition dans les 6 premiers. C'est extraordinaire pour nous tous. Ouais, pas mal. Toutes les équipes ont pour objectif de viser le Grand Chelem. 6 victoires d'affilée. Nous les Français, on sera très difficile à battre sur le Grand Chelem. Le Grand Chelem, je vous rappelle, ma petite Dacosta, parce que vous êtes nouvelle, oui. c'est 6 branlées consécutives. Ah bah oui. C'est dans nos cordes, on peut y arriver. C'est pas faux. La vraie rencontre engagée demain, oui. c'est l'acte 12, c'est les gilets jaunes qui vont affronter le CRS. La rouillée, là je me régale, ça me rappelle le rugby à l'ancienne, du côté des jaunes avec le capitaine Eric Drouet, on va essayer de bien faire circuler le pavé vers l'avant. De l'autre côté on a une équipe de bleu avec son capitaine Christophe Castaner, une équipe bien regroupée, percutante, matraquante, une équipe bien entraînée, difficile à déborder. Je peux vous le dire, il y aura de la rate éclatée, de la côte brisée, de la mâchoire défoncée. Non, ça va être un match spectaculaire. Et puis surtout, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. C'est très ouvert ce match. La petite mamie de 80 ans qui va faire ses courses peut être prise dans une mêlée ouverte. C'est ça le vrai charme. La manif gilet jaune, c'est l'Ovalie à la portée de tous. Vive l'Ovalie, vive la manif, vive la France. Nicolas Canteloup qui imite Bernard Laporte. Apparemment, Bernard, ça vous fait rire, ça ne vous agace pas. Ah mais j'adore, il est très bon. D'abord, j'aime beaucoup Nicolas et puis il est très bon surtout. Voilà, donc bravo à lui. Il vous imite bien, effectivement, et c'est vrai qu'on peut reconnaître la volonté, l'impact, le dynamisme qui vous caractérise, Bernard Laporte. Justement, question à vous, Bernard Laporte, de la part des auditeurs. C'est Laurent qui va commencer avec vous. Donc oui, Bernard, la première question sur votre personnalité, c'est vous êtes président de la Fédé. C'est un poste de bénévole, mais de quoi vivez-vous du coup en tant que bénévole? Je fais des interventions auprès d'entreprises. J'en faisais une hier par exemple. Vous voyez, après le match, j'ai fait le banquet, je me suis couché à 3h, je me suis levé à 5h parce que j'avais une intervention à Evian auprès d'une entreprise et où je parle de management. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ma source de revenus essentielle. Il n'y en a pas d'autres? Non, après je suis actionnaire d'un casino à côté d'Annemasse et Annecy, qui s'appelle Saint-Julien Genevois. Mais bon, c'est ma société de communication, donc c'est elle qui est rémunérée, je dirais. Mais moi, je ne perçois pas de revenus directement de cette société. Les seuls revenus que j'ai, ce sont ce que j'appelle moi des séminaires ou des conférences, peu importe le terme. Et le statut de président bénévole, ça vous va bien? Si vous pouviez le changer, si vous pouviez être président salarié, vous préféreriez? Oui, non, c'est pas que je... Oui, sûr, tout le monde préférerait être salarié que de ne pas l'être, mais je crois qu'avec l'évolution, une fédération aujourd'hui qui a 110 millions d'euros de budget, qui a pratiquement 200 employés, je crois que le président bénévole, ça aura tendance à disparaître. Et il faudra que ça disparaisse à terme. Donc moi, je m'étais engagé pour être bénévole, donc je serai bénévole. Mais effectivement, c'est un travail à temps plein, moi je le vois. Alors mes conférences, elles ne me prennent pas énormément de temps, puisque bon, voilà, j'y étais hier, ça dure un jour, etc. Mais moi, le rugby me prend pratiquement toutes mes journées, quoi. Donc j'ai 54 ans, je suis parentier, et donc je me dis, effectivement, c'est assez compliqué. Vous savez, moi j'étais dans un statut où j'étais très bien payé en tant qu'entraîneur de club. Je faisais de la radio où j'étais très bien payé aussi. Bon, du jour au lendemain, j'ai décidé, pour m'engager pour le rugby, de dire, ben non, c'est zéro, quoi. Donc je suis passé, grosso modo, de 500-600 à zéro. Voilà. Mais j'ai fait ce choix. J'aurais pu rester pendant 10 ans là où j'étais. Hein. J'étais pas viré, moi, dans mon club. Hein. Donc, mais j'ai fait ce choix parce que je me suis dit, c'est la retourne, le rugby m'a tout donné. Donc maintenant, à toi de redonner au rugby ce qu'il t'a procuré. C'est pas
C'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était avant, mais sincèrement, j'en assume ce choix. Je crois que c'est le sens, le prolongement de la question de Rama. Rama. Oui, moi ma question c'était, malgré tout, c'est ce que vous dites, hein, vous êtes toujours à temps plein président de la Fédération française de rugby. En tant que représentant du rugby français, quel sens est-ce que vous pouvez donner du coup à votre participation à une émission comme celle de Cyril Hanouna? Mais justement, je crois qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Et quand on a un président de Fédération française de rugby, ou d'autres sports d'ailleurs, qui est invité, à qui on demande de venir faire une émission qui est une émission sur l'actualité, etc., mais c'est un honneur pour la Fédération française de rugby. Et j'ai beaucoup de licenciés quand je les croise qui me disent qu'ils sont fiers que leur président ait été demandé à la table avec des grands débatteurs comme Karim Zeribi, comme Eric Nolot, comme Christine Kelly, je ne vais pas tous les citer. Je crois qu'encore une fois, il faut arrêter en France de mettre des gens dans des cases. Toi, tu es ça, tu fais ça, et tu peux faire que ça. Je crois que sincèrement, c'est dépassé ce temps-là. C'est dépassé. C'est comme un président de fédération, il ne peut pas mettre des baskets avec un costume. C'était bon il y a 20 ans, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui? Il faut vivre avec son temps. Et je trouve, au contraire, qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Et je le répète, pour moi, qui suis président bénévole, d'aller dans une émission comme celle de Cyril Hanouna, je dis bien une émission qui n'est pas de divertissement. Hein. Moi, je suis à Balance ton poste, c'est une émission où on parle d'actualité, où on parle de sujets... Qui est une émission rémunérée quand même, Bernard Laporte, on peut dire les choses. Une émission qui est rémunérée, oui, bien sûr. Mais bon, c'est une... Non, mais je veux dire, vous n'y allez pas en tant que bénévole ou en tant que président de la fédération, vous y allez en tant que Bernard Laporte. Mais bien sûr, exactement. Ce qui se respecte, hein, bien sûr. C'est rémunéré, mais vous avez bien compris que c'est 2 heures par semaine, donc... Bon, mais c'est rémunéré. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est rémunéré. Mais donc... Encore une fois, et je préfère, et je crois que les licenciés, ils préfèrent se dire, il vaut mieux que ce soit Cyril Hanouna qui paye notre président de fédération que nous, quoi. Parce qu'au moins, l'argent, il le laisse à la fédération. Ça me semble aussi assez logique, ça. Ouais. Inès, question à Bernard Laporte. Oui, alors vous êtes très connu pour vos coups de gueule légendaires en tant qu'entraîneur. Ils vous vaudront d'ailleurs plusieurs surnoms, dont Eagle Fort. Et du coup, je voulais savoir, à votre avis, quelles sont les qualités qui font un bon entraîneur et est-ce que ces coups de gueule en font partie ? Oui, parce que derrière ces coups de gueule, il y a de l'amour pour des joueurs. Tu n'engueules pas, c'est comme les enfants. Si tu les engueules, c'est que tu les aimes, quoi. Moi, les gens que j'aime pas, je les engueule pas, parce que je m'en occupe pas. Donc, d'abord, je crois que la principale qualité d'un entraîneur, c'est d'être entraînant. Voilà. C'est de créer une dynamique, et faire en sorte que les joueurs aient envie de vous suivre, aient envie d'aller vers l'excellence, vers la performance, etc. Il faut donner cette envie aux joueurs. Ça, c'est la principale qualité de l'entraîneur. On n'apprend pas à jouer au rugby... aux joueurs qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, c'est trop tard. On apprend de 8 ans ou de 6 ans à 14 ans. Après, c'est plus compliqué. Et tous les sports, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut effectivement, oui, c'est donner un état d'esprit, c'est communiquer, c'est donner l'envie. Donc, il faut être entraînant. Un entraîneur, c'est ça. Bien sûr qu'il doit être stratège et bien sûr que le rugby, il doit le connaître. Mais heureusement, c'est la base. Et quand on regarde dans le football, ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ceux qui échouent, c'est souvent ceux qui ne sont pas entraînants. Voilà, qui sont tristes, qui ne sont pas généreux, etc. Et ceux qui sont dynamiques, entraînants, qui créent une dynamique d'équipe et d'état d'esprit, ceux-là, souvent, ils réussissent. Édouard, question à Bernard Laporte. Oui, pour rebondir sur ce qui a pu être dit tout à l'heure, même s'il ne faut pas mettre les gens dans les cases, le problème, ça va se poser, par exemple, en termes d'agenda. Il y a eu au moins une réunion que vous n'avez pas pu assister parce qu'il y avait l'émission télévisuelle qui était tournée en même temps. Donc c'est plutôt sur cette possibilité de combiner les deux. Comme vous le dites, c'est un job à plein temps d'être président de la FFR. Et donc à côté de ça, est-ce que c'est possible véritablement d'avoir des activités annexes ? Je trouve que on aura une question à vous poser. C'est vous avez un parcours qui est quand même, vous avez très souvent gagné, que ce soit en club, vous l'avez dit à Toulon, vous êtes allé chercher la Coupe du Monde 2023, personne n'y croyait, faut le dire quand même. Mais est-ce que parfois, vous pensez pas est-ce que vous reprendriez à votre compte le proverbe de Machiavel selon lequel la fin justifie les moyens ? Oui, mais je m'adapte, par exemple, sur l'émission de celui de Cyril Hanouna. Vendredi, je n'y étais pas, puisque ma priorité, c'est la présidence de la Fédération française de rugby. Donc moi, quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit, attendez, il y a des dates auxquelles je ne serai pas présent. J'y serai vendredi, puisque le dimanche, on part samedi en Angleterre. Et j'y serai pas le samedi 23, la veille, parce qu'on joue le samedi contre l'Écosse, et on reçoit la délégation écossaise la veille, et que je respecte ces engagements d'un président de fédération. J'aurais pu dire, tiens Serge, tu vas t'occuper de recevoir la délégation, moi je vais faire mon émission, et je serai au match samedi. Non, je respecte les engagements d'un président de fédération. Donc je dis à Cyril Hanouna, je ne serai pas là tel vendredi et tel vendrdi. Et à l'émission dont vous parlez, ou à la réunion à laquelle je n'y étais pas, mais c'était pour une simple et bonne raison, c'est que tout ce qui allait être parlé ou débattu en réunion, on l'avait fait nous en bureau fédéral et je savais ce qu'il allait être. Donc je ne servais à rien à cette réunion. Et c'est pour ça que j'ai été effectivement faire le shooting, parce qu'on parle de shooting, c'était les photos pour l'émission, mais que si jamais il avait vraiment fallu que je sois là à cette réunion, le shooting je l'aurais fait un autre jour.
Voilà, c'était pas obligatoire de le faire à telle date. Mais moi, comme ça tombait bien, j'ai dit, mais je ne sers à rien à la réunion puisqu'elle a déjà été faite entre guillemets en amont. Je vais en profiter pour faire le shooting. Voilà. Mais moi, je privilégie toujours, je le répète, mes devoirs en tant que président de fédération. C'est logique. Vous avez été secrétaire d'État au sport sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous parlez de politique, vous traitez en tout cas de politique dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Est-ce que vous pourriez être ministre ou secrétaire d'État dans le gouvernement aujourd'hui, sous la présidence d'Emmanuel Macron? Mais oui, je pourrais. Mais c'est toujours pareil. Je pourrais à condition qu'on me donne une feuille de route et qu'on me dise mais c'est quoi pour vous le sport? Voilà. Si je parlais au président Emmanuel Macron et qu'il me dise tiens Bernard, j'ai envie que tu sois secrétaire d'État ou ministre des Sports. D'accord. Mais comment vous voyez la chose? C'est quoi le cahier des charges? Et là je dirais oui ou non. Si on me dit non, c'est pas une question d'opinion politique en fait, c'est plus un mais bien projet. sûr. Mais moi, quand j'ai été secrétaire d'État au sport, d'abord j'aimais le président parce que je le croisais en vacances, Nicolas Sarkozy, etc. On faisait du footing ensemble, etc. Et que c'est vrai que cette complicité, j'ai eu envie d'aider l'homme que je trouvais engagé, etc. Mais j'aurais très bien pu le faire avec si Bertrand Delanoë, que j'aime beaucoup, avait été président de la République. Voilà, je pourrais très bien le faire pour Emmanuel Macron ou pour peu importe, mais à condition qu'on me dise mais c'est quoi le sport pour vous? Le sport, c'est pas de droite ou de gauche. Le sport, c'est universel. Et qu'on me dise, voilà ce qu'on va faire avec le sport, et j'aurais dit oui ou non, en fonction de la volonté du président. C'est aussi simple que ça. Question de Patrick. En quoi cette expérience de secrétaire d'État que vous avez eue avec Sarkozy à l'époque, en quoi c'est utile à vous maintenant en tant que président de fédération de rugby? Elle vous permet d'avoir ce que l'on appelle un réseau, d'avoir croisé des gens qui vous aident dès qu'il y a des décisions à prendre ou des questions à poser pour l'évolution d'une fédération, de rentrer à la bonne porte et rapidement. C'est évident. Quand on est secrétaire d'État, qu'on pense au téléphone, qu'on appelle quelqu'un, de suite, souvent, la personne vous répond ou vous reçoit. Ça aide en ça. Après, sur l'expérience elle-même en tant que secrétaire d'État, je ne peux pas dire qu'elle m'ait aidé par rapport à ce que je fais aujourd'hui en tant que président de la fédération. C'est pas du tout les mêmes contenus, c'est pas du tout les mêmes missions, je dirais. Mais ça vous aide d'abord à prendre confiance, parce que quand vous accédez à des postes comme ça et que vous y passez 2 ans, vous rencontrez des gens plus brillants que vous, des gens qui vous apportent énormément, et donc ça vous apporte à vous en termes d'expérience, c'est une certitude. Bernard Laporte, faire de la politique, c'est aussi être président de la Fédération française de rugby? Est-ce que votre activité, c'est être un politique, un politicien? Pour moi, c'est pas de la politique. Non. Parce que moi, quand je me suis présenté contre Pierre Camus, il n'y avait pas quelqu'un qui était de droite ou quelqu'un qui était de gauche. C'était... oui, mais il peut y avoir des manœuvres politiques. C'était le sens de ma question. Non, moi, personnellement, là, il n'y en a pas eu. Il y avait projet contre projet. C'est voilà, moi, ce que je pense être une fédération. Et si je m'engage, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. C'est un projet contre un projet, aujourd'hui. Et je dis, et ça, quand même, on ne pourra pas me l'enlever, c'est que le fait que je me présente, 95% des clubs ont voté. Avant, ça n'existait pas, il n'y avait qu'une liste, donc personne ne votait. 95% des clubs ont voté. C'est pas rien. Qu'est-ce que j'ai introduit dans cette Fédération française de rugby? Ce qu'on appelle de la démocratie, qui n'existait pas du tout et qui existe dans très très peu de sports, pas dans tous les sports. Qu'est-ce que ça veut dire installer la démocratie? Du coup, ça vous heurte, Bernard Laporte, quand vous entendez ou quand beaucoup disent cette fédération, elle est verrouillée par Bernard Laporte et par ses proches? C'est ce qui se dit, Bernard. Hein. Je ne sais pas si c'est ce qui se dit. C'est ce qu'on entend, alors. C'est pas ce qui se dit dans les clubs que je vais voir toutes les semaines, et heureusement. Ce qui est sûr, c'est que j'ai imposé dans les statuts qu'un président il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais qui l'a fait, ça? Personne ne l'a fait. Moi, dans mon engagement, c'était, si je suis élu, un président de fédération, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Voilà, il en a fait 2, il laisse sa place, et il peut plus se représenter. Mais il n'y a que chez moi que je l'ai fait. Il y a truc. Qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit, on va voter démocratiquement. Ça veut dire que chaque club, depuis chez lui, avec son ordinateur, le jour de l'élection, il appuie. Il vote pour un tel ou pour un tel. Mais avant, il ne votait pas. Il donnait ce qu'on appelle sa procuration, et le gars qui prenait sa procuration, il votait pour qui il voulait. Voilà, c'est pas de la démocratie. Aujourd'hui, les clubs, ils décident. Ça nous plaît, ce qu'il a fait, ça nous plaît, on vote pour lui. Ça nous plaît pas, on vote pour l'autre. Ça s'appelle instaurer de la démocratie. Édouard, dernière question. Oui, pour rebondir sur votre intervention, on sent quand même chez une partie des médias
une animosité, le terme serait très fort, mais quand même des critiques vives vis-à-vis de votre bilan, de votre campagne. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt des critiques qui sont injustes? Et est-ce que vous comprenez quand même que votre personnalité puisse parfois créer des controverses, des débats, ou en tout cas susciter des désaccords entre les personnes? Que certains soient jaloux de ceux qui réussissent, ça c'est une certitude. Mais c'est très français, ça. C'est très français. Et puis, quand vous parlez de l'animosité d'un journal, que je ne citerai même pas, parce que bon, je ne l'ai jamais lu, je ne le lirai jamais. Oui, d'abord, je sais qu'à l'intérieur de la direction, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, que c'est des jeunes de nous qui arrivent et qui se disent on va s'en prendre à quelqu'un qui réussit, et trucs. Mais je leur dis, ils ne m'empêchent pas de dormir, qu'ils soient tranquilles. Eux ne m'empêchent pas de dormir et je préfère être à ma place qu'à la leur, ça c'est sûr. Et vous considérez que vous êtes d'accord pour dire que vous n'êtes pas un personnage lisse, en tout cas, vous avez de la personnalité, vous êtes quelqu'un bien sûr, mais moi, de clivant parfois, Bernard Laporte. Oui, mais si j'avais pas été clivant, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait dans ma vie aussi. Voilà. Moi, je cherche pas à être clivant, je cherche à mettre en marche les convictions que j'ai. Voilà. Ouais. Et des fois, il faut pousser des murs et voir des portes. Est-ce que vous écoutez quand même est-ce que ça vous écoutez ces critiques? Est-ce qu'il y a eu ce rapport aussi sur les conditions de travail de la FFR? Est-ce que malgré tout, ça vous interpelle ou vous les balayez d'un revers de main? Mais c'est pas que je les balaye d'un revers de main. Mais vous parlez d'un rapport qui a été fait avec les salariés. Mais vous savez réellement si c'est vrai ou pas? On sait ce que la presse en a dit. Ah, et voilà. Est-ce qu'elle dit vrai? Non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'elle dit vrai? Si elle dit faux, elle a dit faux. Alors vous n'avez pas vu le communiqué qui a été fait par... Si, on a vu aussi le communiqué qui a été fait par la FFR. Personne n'en parle du comité, du communiqué du comité d'entreprise qui dit qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça et qu'au contraire, on est heureux dans cette fédération, qu'on y travaille bien, etc., qu'on est toujours récompensé, qu'on est toujours valorisé. Et ça, personne n'en parle. Mais alors moi, c'est ça qui me satisfait. Ce qu'ils écrivent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et si il y avait à l'intérieur de la fédération des salariés qui sont mal à l'aise, alors là, je le prendrai à chaque compte et je me dirais ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Mais comme je sais que ça se passe très très bien, mais je suis rassuré. Vous savez, quelle fédération a donné? Quand on a gagné la Coupe du Monde l'année dernière, on a donné 1 000 € de prime à tous les salariés. Parce que j'estime que, oui, vous dites c'est moi qui l'ai gagné la Coupe du Monde 2023, c'est une fédération qui l'a gagné, avec des salariés qui y ont travaillé aussi. J'ai dit, vous méritez aussi une prime. Qui a donné la prime Macron? Quelle fédération aujourd'hui a donné la prime Macron à ses salariés? Mais quelle fédération? La Fédération française de rugby. C'est marrant que ce beau journal, il n'en parle pas. Parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas eu, peut-être la prime. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. On va conclure, Bernard Laporte, avec vous. Est-ce que ce bilan, justement, et ces motifs de satisfaction vont vous pousser à vous représenter en 2020, puisque vous pouvez faire 2 mandats? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais me représenter, même si ce n'est pas tous les jours simple, je le répète, parce que c'est très prenant, hein, une fédération. Et puis, comme je me suis engagé à aller voir les clubs, je tiens mes engagements. Et donc, toutes les semaines, je vais dans des clubs. Je n'ai pas de chauffeur, moi je conduis tout seul, etc. Pareil, mon prédécesseur avait un chauffeur. Mais personne n'en parle de ça. Comme je dis, je ne veux pas de chauffeur parce que c'est des frais, c'est des frais pour une fédération, donc je ne veux pas de chauffeur. Je conduis moi-même. C'est quoi, j'y vais pas. Ou je prends le train, ou je prends l'avion, voilà. Mais ça, personne n'en parle non plus. C'est marrant quand même. Le message est passé sur l'antenne d'Europe 1. Grand merci à Bernard Laporte, invité exceptionnel face aux auditeurs d'Europe 1 ce soir. Merci beaucoup Bernard. Merci à Rama, à Laurent, à Inès, à Patrick et à Edouard qui ont participé à cette émission, et merci à tous ceux qui l'ont conçu. Merci à vous et bravo pour votre passion pour ce magnifique sport. Et allez les Bleus contre l'Angleterre. Merci Bernard Laporte. À bientôt.